m'appelle Vincent Tifro, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation et je suis chef du service de rééducation au CHU de Lille. Je vais vous parler des séquelles et de la rééducation, de la place de la rééducation dans cette maladie. Alors, on sait qu'un certain nombre des personnes qui sont touchées par le virus vont faire des formes graves. Et je vais d'abord parler de ces patients qui sont touchés par les formes graves et qui sont amenés à faire des séjours longs dans les services de réanimation. Ce sont les personnes qui vont présenter les séquelles les plus sévères et qui vont avoir le plus besoin de rééducation. On sait que des séjours prolongés dans les services de réanimation exposent à des risques de complications au niveau des nerfs et des muscles. On sait que des séjours prolongés en réanimation entraînent des risques d'atrophie progressive des muscles et ce syndrome porte un nom, on parle de faiblesse musculaire acquise en réanimation. C'est en fait un syndrome plurifactoriel qui se manifeste essentiellement par une atrophie sévère et diffuse des muscles qui est multifactorielle. Elle peut être due à la fois à une atteinte des cellules et des fibres musculaires, mais également des trajets nerveux. On estime, alors c'est imprécis, qu'il y aurait entre 25 et 75% en fonction des cas de risque de développer cette atteinte musculaire de réanimation. On sait, et ceci avant l'épidémie de Covid, que certains risques exposent à faire ce type de complications musculaires. On sait par exemple que la sévérité de l'atteinte musculaire va être en particulier liée à la durée du séjour en réanimation et à la durée de la ventilation mécanique. Les explications, les causes de cette atrophie musculaire sont en fait multiples. Il n'y a pas une seule explication causale. Alors ce schéma un peu complexe résume les différentes problématiques sur le plan biologique, physiologique. On peut le simplifier sur celui-ci. Vous voyez que au milieu, on a un muscle qui s'atrophie, c'est la manifestation de ce syndrome. Et on voit que différents facteurs vont être en cause pour la survenue de cette atrophie. En particulier, l'utilisation pendant la réanimation de certaines drogues, de certains médicaments, des médicaments sédatifs, mais aussi plus particulièrement les curares. Or, il apparaît que l'utilisation des curares, et surtout la durée d'utilisation, semble être un facteur de risque de survenue de cette atrophie d'utilisation au réveil de la réanimation. Il y a d'autres facteurs, on sait qu'il y a des facteurs biologiques liés à l'inflammation, surtout dans une situation d'infection sévère, de sepsis. Des variations de la glycémie, notamment des glycémies élevées le matin, sont associées à un surrisque de développer cette atrophie. On suppose aussi que la durée de l'alitement et de l'immobilité est un facteur qui agit sur l'atrophie. Le muscle est un organe plastique qui va s'atrophier s'il n'est pas utilisé. Mais l'immobilité à elle seule n'explique pas la survenue de ce syndrome d'atrophie assez sévère. Et les manifestations tissulaires sont observables. Dans certains cas, on voit même une atteinte qui est quasiment une maladie du muscle, une myopathie, avec une diminution sévère des protéines qui servent à la contraction du muscle, une disparition de ces protéines et une atrophie sévère des cellules musculaires, parfois même des images de nécrose qui sont visibles au microscope sur les biopsies musculaires qui ont été réalisées chez des patients qui ont été atteints par ce syndrome. Les muscles des membres sont touchés, mais également les muscles respiratoires, et en particulier le diaphragme peut s'atrophier de façon également assez sévère.
ce qui va donc avoir des conséquences sur la récupération après la réanimation. Alors il y a, cette atrophie musculaire, donc multifactorielle. Il y a d'autres complications qui ont été observées et ceci, un peu plus spécifiques à la situation du Covid. Il se trouve que les, réanimations de ces patients ont dû justifier, des séances de décubitus ventral. Les patients ont été allongés sur le ventre pendant de longues périodes, ceci pour alterner le positionnement et permettre de mieux ventiler des zones, des poumons qui n'auraient pas été suffisamment ventilées si le patient était resté toujours sur le dos. Or, la position de décubitus ventral prolongée, semble être, une situation aussi à risque de développer, d'autres problèmes et en particulier des problèmes de compression au niveau, de zones de contact, entre le corps et le lit par exemple et le matelas, et ces zones de compression peuvent être, à la source de souffrances au niveau des nerfs ou alors des situations d'étirement des plexus. Vous voyez, ici sur cette image un patient qui est allongé en décubitus ventral en position de nageur avec un bras en extension, l'autre, le long du corps. Eh bien, ces positions prolongées, semble-t-il, peuvent favoriser la survenue d'étirements des nerfs et nous avons observé, chez, plusieurs patients, des complications à type, de séquelles, de compression ou d'étirement des nerfs. On parle de syndrome canalaire ou de syndrome d'étirement. Alors, que sait-on, maintenant sur les séquelles, à l'issue de cette réanimation, après réanimation longue pour des personnes qui ont fait donc des Covid sévères? La maladie et l'épidémie a débuté, chez nous en début d'année et les premières données épidémiologiques disponibles qui nous permettent d'évaluer le pourcentage de risque de complications et le degré de sévérité à distance, ce nombre de publications reste encore modeste. Il y a, auparavant par contre, des publications qui ont été faites sur des personnes qui avaient fait des séjours longs en réanimation, mais, avant l'épidémie de Covid, pour d'autres causes et on sait que, l'atrophie acquise en réanimation, est une situation à risque, de complications à long terme et que cette atrophie, musculaire, de réanimation est aussi un facteur de morbidité et de mortalité à long terme. Ce sont les patients qui vont avoir le plus de complications, au cours des années qui vont suivre cette réanimation. On sait que la rééducation pendant la réanimation, faite par les kinésithérapeutes, mais aussi le personnel soignant, va avoir un impact positif aussi sur le pronostic fonctionnel de ces patients. Et plusieurs publications ont montré l'intérêt et l'importance de pouvoir intervenir précocement pendant le séjour de réanimation à l'aide des kinésithérapeutes, par la kinésithérapie, la verticalisation la plus précoce possible, les mobilisations passives puis actives. Ce sont des éléments importants qui ont changé tout de même le pronostic des patients qui, faisaient ces longs séjours et ces complications. Et puis, on intervient aussi après la réanimation et là est plus, mon rôle. Et donc, cette prise en charge de rééducation, elle est déjà décrite et nous l'avons mis en œuvre dans la plupart des services de rééducation en France et dans le monde. Elle a fait l'objet de recommandations de pratique par la société scientifique de ma discipline, la SOFMER, qui a décrit, les recommandations pour les modalités de mise en œuvre de cette rééducation en fonction du stade évolutif et du degré de récupération des personnes. En pratique, les recommandations sont de mettre en place le plus tôt possible une rééducation qui soit la plus complète et la plus, pluridisciplinaire, avec, l'intervention de nombreux thérapeutes. C'est ce qui a été fait avec, l'intervention donc de plusieurs professionnels auprès du patient. On peut citer les ergothérapeutes qui, aident le patient à récupérer une autonomie et à diminuer la dépendance,
Les kinésithérapeutes, bien sûr, sont très actifs, mais à leur côté, nous avons eu aussi l'intervention de psychomotriciens, de professeurs en activité physique adaptée pour faire des activités physiques au moment où c'était possible, mais de façon adaptée et encadrée pour ces personnes. Les diététiciens étaient également présents car les patients ayant présenté ces complications avaient une perte de poids importante, étaient en état de dénutrition. Et c'est d'ailleurs une situation à laquelle il fallait s'adapter. De nombreux patients, vous le savez, avaient des facteurs de risque pour faire le Covid sévère, et un des facteurs de risque, c'était le surpoids. Et nous avons observé des patients obèses qui, durant leur réanimation, ont perdu beaucoup de poids et en fait ont perdu beaucoup de masse musculaire. Ce sont des personnes obèses, mais dénutries en sortant de réanimation, et qu'il fallait à la fois rééduquer sur le plan musculaire, mais également renourrir de façon adaptée avec une supplémentation. Et l'orthophoniste avait également une place cruciale, car ces patients en sortie de réanimation, du fait de la ventilation invasive, avaient des difficultés de déglutition, avaient des difficultés aussi pour parler, des difficultés pour contrôler la voix, le souffle, et tout l'art de l'orthophoniste est justement de travailler en rééducation cette phonation et cette déglutition pour éviter le risque de fausse route notamment. Au cours du déconfinement cet été, après la première vague, des collègues ont vu venir vers les services de rééducation et en consultation des patients qui avaient fait des formes non sévères du Covid, qui n'avaient pas été hospitalisés ou pas longtemps, ou qui n'avaient pas fait de réanimation, mais qui se plaignaient de symptômes qui persistaient dans le temps, à distance de l'épisode aigu, quelques mois après. Et des collègues de l'hôpital Foch et de Garches ont publié un premier article en évoquant l'hypothèse d'une forme de complication qu'on pourrait appeler syndrome post-Covid, et qui associerait des symptômes, un essoufflement à l'effort, un amaigrissement qui n'a pas complètement récupéré, une désadaptation musculaire et cardio-respiratoire, et surtout une fatigue très importante, et ceci à distance de l'épisode aigu, hors contexte infectieux, puisqu'ils ont vérifié que le virus n'était plus actif. Alors la question a été posée, elle fait l'objet de débats actuellement sur le plan scientifique, car il semble effectivement qu'un certain nombre de personnes qui n'ont pas fait les formes graves, pas tous, aient encore des difficultés de ce type-là à distance de l'infection aiguë. Pour pouvoir répondre en fait à cette question, y aura-t-il des séquelles à distance de l'épisode Covid, qu'il soit sévère ou non sévère? Une étude a été proposée dès le début de l'épidémie par la communauté des médecins de rééducation en France, et cette étude va débuter au mois de décembre. Il s'agit de réévaluer à distance d'un épisode aigu du Covid les patients pour comprendre quelles sont les conséquences en termes de fonctionnalité et s'il y a des séquelles et un handicap lié aux difficultés suite à cette infection par le Covid, que ce soit des séquelles liées à la réanimation ou que ce soit d'autres complications à distance. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prise en charge de rééducation. J'ai parlé des centres de rééducation en milieu hospitalier. Bien sûr, la place des thérapeutes en ville, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, est importante car de nombreux patients sont retournés au domicile pendant ou à l'issue d'une hospitalisation, ou n'ont pas été hospitalisés mais ont eu besoin de rééducation, et cette rééducation est restée importante.